On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur Joannet Viateur-Lefrançois, son nouvel ouvrage « Le Québec en 215 illustrations ». Mais d'abord, il a été maire de Venise en Québec pendant 16 ans. On reçoit Jacques Landry. Vous savez qu'il y a des élections municipales au Québec dimanche prochain, mais il faut aussi souligner ceux qui quittent cette fonction, cette digne fonction, après plus d'un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Il y en a un, lui, ça fait 16 ans qu'il est maire de Venise en Québec, c'est Jacques Landry. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes un peu comme le pape de Venise. Je n'ai pas confessé grand monde, remarquez, là, mais c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Mais ce qui est quand même particulier, puis je prends notre propre exemple, où très souvent et majoritairement, à cause de la démographie, on parle beaucoup de Saint-Jean, c'est la majorité du nombre de citoyens du territoire, mais vous êtes probablement un des maires de la ruralité qu'on a reçu le plus à l'émission. Pourquoi? Parce que c'est Venise en Québec et qu'on aime bien Venise, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Venise, parce qu'entre autres, vous avez été beaucoup impliqué aussi au niveau de tourisme au Richelieu. Donc, vous faites partie de ces maires de la ruralité, mais qu'on a vu beaucoup ici en ville à Saint-Jean. Je pense que c'est un petit peu le rôle d'un maire de faire connaître sa municipalité. Puis Saint-Jean, c'est la reine de l'endroit. Donc, je me suis impliqué dans la chambre de commerce, dans le tourisme. J'étais président du tourisme et toutes sortes de choses dans lesquelles je connais énormément de monde à Saint-Jean. Maintenant, je m'en vais. Puis au commencement, je n'étais pas connu du tout. Mais là, présentement, je connais pas mal de monde à Saint-Jean. Puis j'ai eu de l'appui de Saint-Jean de partout, là. Autant vous, autant le poste le Boom FM, autant la chambre de commerce, partout. J'ai eu de la visite beaucoup de gens de Saint-Jean à Venise, à Québec. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu maire en 2005? C'est un accident. J'ai été président de la CIT, sur le site, et je ne connaissais rien à la politique. Lorsque la première année, nous avons gagné, nous étions 5 à la table qui n'avaient jamais fait de politique. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'est pas comme un commerce. Il y a des ministères à rencontrer, des permissions à avoir, et ainsi de suite. C'est un peu décevant à ce niveau-là, mais on s'y fait avec le temps, puis je pense que les ministères ont très bien collaboré avec nous. Avez-vous toujours été élu et réélu par acclamation ou s'il y a déjà eu des vraies élections chez vous? Il y a eu une vraie élection, mais on a fait pareil comme Poutine à Russie. On a gagné à 88 je pense. Ça fait que ça n'a pas été trop difficile. Vous, puis Fidel Castro, puis Poutine, c'est dans le même saut. On a les mêmes éléments environ. Donc, une seule élection? Une seule élection, ça a toujours été par acclamation. Et même cette année, le futur maire est une personne exceptionnelle qui me remplace, un conseiller, M. Raymond Paquette. On a créé une équipe. Et encore là, il n'y a pas eu d'élection. C'est tout à passer par acclamation. Donc, lui-même a été élu par acclamation et tous les conseillers aussi? Et tous les conseillers. Fait que vous, c'est réglé depuis longtemps. Je vous dis, comme la Russie, à Poutine. Qu'est-ce qui résume le mieux ce 16 ans à la mairie de Venise en Québec? Est-ce que c'est, par la force des choses, les inondations et ce qui a suivi après les inondations de 2011? Les inondations, ils ont fait pour beaucoup. Je pense que la population de Venise en Québec a compris qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez, on me donne beaucoup de fleurs, mais c'est pas à moi les fleurs. C'est une équipe de travail de mon bureau, c'est une équipe de conseillers, puis la population est exceptionnelle à Venise, au Québec. Juste pour l'événement de l'ATLAC, le circuit cycliste du lac Champlain, on trouve 150 bénévoles. Fait qu'à quelque part, les gens sont impliqués, ils croient à leur municipalité, ils sont fiers. Ils sont fiers de leur municipalité. On a combien d'habitants à Venise? On arrive à 2000 bientôt, là. 2000. Et quand vous étiez maire en 2005, il y en avait combien? 1500. OK. Donc, on a augmenté de 1500 à 2000 en 15-16 ans à peu près. Là. Oui, et il y a encore de la place pour accueillir d'autres mondes? Est-ce qu'il y a encore des terres à développer ou si vous êtes limité dans le développement du territoire? Venise à Québec est un petit territoire. Présentement, ça va très, très bien. Le développement se fait, c'est effarant. Cependant, ça va être limité un peu. Et on ne veut pas non plus faire un village avec... il faut protéger aussi les citoyens. Le tourisme est très important, mais je pense qu'aussi le respect des citoyens qui sont là, on veut respecter ça aussi. Mais présentement, ça va très, très bien. On est au-delà de nos rêves. Je reviens aux inondations de 2011 parce que le recul que moi j'en ai vu d'ici à Saint-Jean, et je vais prendre un terme anglophone, mais j'ai l'impression que ça a été un game changer à Venise en Québec. Il y a le Venise d'avant les inondations, il y a le Venise d'après les inondations. Évidemment que les inondations ont été pour nous très souriantes dans le sens... C'est pas juste les inondations, c'est qu'en même temps que les inondations, on avait préparé avant tout ça le nettoyage un peu du centre du village. Vous savez qu'il y avait les motards, on a exproprié les motards.
J'ai aussi eu le privilège d'avoir 37 personnes qui se sont mis ensemble, qui ont mis 7 millions de la municipalité en achetant un bateau de croisière, une auberge, un restaurant, des propriétés. Donc, c'est pas le gouvernement, c'est des gens de Venise à Québec qui ont décidé de faire des chèques et d'investir dans la municipalité. Les inondations, c'est un événement triste, mais j'ai l'impression que les conséquences chez vous sont assez heureuses. Oui, ça fait un peu de nettoyage. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les inondations, il n'y a pas une mort, là. C'est de l'eau dans les sous-sols. Il faut comparer. Il y avait juste avant ça au Japon, le tsunami, il y a eu des morts, c'était incroyable. Il faut être relatif dans la vie, là. Et à partir de ce moment-là, les gens sont très bien comportés dans les inondations. Puis nous étions toujours positifs dans ces événements-là. Là. Comment vous expliquez que le milieu d'affaires, si petit soit-il, a pu investir autant d'argent aussi rapidement après les inondations de 2011? Parce que c'est ça qui est fabuleux quand on regarde le visage de Venise aujourd'hui. Bon, vous parlez du bateau, il y a le terrain de golf qui a été aussi revampé, l'hôtel, le spa, les restaurants, les quais. Tu te dis, mais comment des gens d'affaires ont pu investir autant d'argent aussi rapidement dans ce milieu-là? Je pense que c'est la fierté. On a le privilège d'être un bord de l'eau. Là. On a le lac Champlain en face de chez nous. Ça n'avait pas de bon sens que Venise ne soit pas plus reconnu que ça lorsque je suis arrivé là. Et évidemment, la fierté des gens de dire on demeure à Venise, en Québec, j'avais comme un genre d'ordre que tout le monde avait ça. C'est une épine de Venise, en Québec, lorsqu'ils se promenaient partout. Le fait d'avoir venir à Saint-Jean, de s'impliquer à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la Chambre de commerce, là, on y croyait plus ou moins au commencement. Là. Il y avait quelques ambassadeurs de Venise qui venaient faire leur tour à Saint-Jean. Mais maintenant, la Chambre de commerce, et ainsi de suite, sont venus voir à Saint-Jean. Et la transformation du village fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a plein de monde de Saint-Jean qui sont chez nous. Et beaucoup d'investisseurs de Saint-Jean sont rendus à Venise. Les revenus de la municipalité ont dû augmenter avec le temps. Au-delà des 500 nouveaux citoyens, avec le volet plus commercial que vous avez aujourd'hui, il doit y avoir une entrée de taxes beaucoup plus élevée. Beaucoup plus élevée, mais les taxes des 10 dernières années, pour une maison résidentielle, les taxes ont monté de 0,07 en 10 ans. Le fait d'avoir tout ce développement-là, c'est énorme comme entrée de fonds. Et nous, on a toujours géré le résidentiel très important que la capacité de payer soit respectée. Et c'est 0,07 en 10 ans d'augmentation de taxes à Venise en Québec. Parce qu'il y a eu de la nouvelle argent qui est rentrée. Les dépenses ont augmenté pareil, la ville et ainsi de suite. Moi, ce qui me frappe par rapport à Venise en Québec, puis je prends mon propre exemple, quand j'étais jeune journaliste à la radio il y a une trentaine d'années, ici à Z104 ou CHRS même, parfois on était convoqué chez vous à Venise en Québec, puis il y avait la formation d'un comité qui s'était fait au début des années 90. Puis il y avait deux choses qui m'avaient marqué dans cette conférence de presse-là. Il y avait une dame, elle dit, il n'y a aucune raison que Venise en Québec ne puisse pas se développer comme Mont-Tremblant. En disant comment ça se fait que Intra-Ouest a investi 2 milliards à Mont-Tremblant. Et cette dame-là me dit, tout ce qui nous manque, nous, c'est une autoroute qui se rend chez nous. Bon, la 35, c'est fait. Et d'avoir une qualité d'eau durant l'été. Parce qu'il y avait des enjeux sur les fameuses bactéries, les algues bleues. Il dit, si on règle notre problème d'eau, puis il y avait le barrage de Swanton au Vermont là, qui n'aidait pas, ça a l'air dans le temps, et la fameuse autoroute, elle dit, Venise en Québec a tout le potentiel de se développer au niveau récréo-touristique. On est 30 ans plus tard, bon, c'est peut-être pas l'équivalent de Mont-Tremblant, mais ça reste que il y avait une vision dans le village il y a 30 ans pour dire, il y a quelque chose à faire avec ça. Il faut dire que je suis impliqué au bassin versant et la qualité de l'eau s'améliore beaucoup. Il y a beaucoup encore d'algues bleues à l'automne, mais l'automne, l'été passé, les plages sont passées. Donc ça, les plages sont pleines chez nous toute l'année. Mais évidemment, il ne faut pas oublier non plus que la fermeture des frontières a aidé beaucoup à faire connaître Venise. Les gens qui allaient dans le Vermont arrêtent chez nous présentement. L'eau du lac Champlain, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est l'eau du lac Champlain et les plages sont très, très pleines. Ça nous a aidé beaucoup, cette fermeture-là, à faire connaître Venise aussi. Donc. En fait, semaine, c'est drôle parce que samedi, je soupais avec un ami qui fraye un peu dans le monde des bateaux. Il me dit, ouais, il dit, il y a un projet qui s'en vient à Venise. Les propriétaires de voiliers, ils iraient peut-être pas ça, avoir un endroit, parce qu'on serait même à la limite moins loin pour aller dans le lac Champlain, mais par l'autre côté. Donc, on sent qu'il y a encore des projets qui vont venir dans Venise. Il y a encore beaucoup de projets. Port-Plaisance annonce un gros projet pour les bateaux qui peut se faire une nouvelle marina. Il y a aussi un petit centre commercial qu'on veut faire au centre du village. Il y a beaucoup de petits projets qui s'en viennent. C'est plaisant à Venise parce que c'est pas difficile à gérer. Là. Et surtout, je répète toujours la même chose, la population est en arrière de nous. Et l'explication, la transparence est très importante.
Bon, évidemment, en plus d'être maire de Venise en Québec, vous avez siégé à la MRC du Richelieu. Bon, d'ailleurs, on s'était parlé en entrevue Zoom quelque part au printemps où la situation n'était pas facile. Donc, ça a été un mandat difficile, je crois, à la MRC. Les 4 dernières années furent le mandat le plus difficile qu'on a rencontré comme maire. Puis je ne le cacherai pas, là, le maire de Saint-Jean ne nous a pas aidés du tout. Tout était difficile, tout était compliqué. À chaque fois, la région était unie, puis le maire de Saint-Jean s'opposait souvent à des choses qui n'étaient même pas son ressort. Donc, ça ne nous a pas aidé à avoir une belle ambiance. Le maire de Saint-Jean est très intelligent, là, sauf qu'à quelque part, lorsqu'il venait pour avoir une décision, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le boss, puis il voulait nous le faire sentir et il nous le fait sentir. C'est quoi l'importance d'une MRC dans une région comme la nôtre? Parce que même pour un électeur de Saint-Jean qui dit, OK, bon, il y a l'hôtel de ville, le conseil économique, tourisme, la MRC, mais pour un urbain là, qui habite Saint-Jean, c'est quoi l'importance de la MRC? La MRC représente évidemment toutes les MRC de la province de Québec. Il y a des grandes villes et des petites municipalités. Et à quelque part, c'est très important si on veut développer, de travailler ensemble. À Venise, à Québec, si on a développé, c'est ensemble. Présentement, avec Allô Richelieu, qu'on a fait un tourisme, c'est encore des municipalités ensemble. Et Saint-Jean-sur-Richelieu, on a contribué à l'hôpital, on a contribué au cégep, au spectacle. Toutes les régions contribuent et Saint-Jean contribue aussi. Mais c'est ensemble qu'il faut travailler. Et c'est la seule chose. On est tellement petits dans le monde, là. On est tellement petits au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu et région. C'est tous ensemble qu'on doit travailler ensemble pour se développer. Mais avec la fusion des villes, ça n'a pas amené un certain déséquilibre au niveau des MRC. Je dis ça dans le sens où il y a Saint-Jean qui frise le 100 000 de population. Si on rajoute les 13 autres municipalités, on arrive à peu près à 120. Donc, tu as une ville qui a 100 000 de population, puis tu as 13 municipalités qui ont un total de 20 000. Oui. Ça fait David contre Goliath pas mal, non? Oui, mais à quelque part, l'ensemble de ça, le 20 000 de population aussi attire des gens comme moi à Venise, à Québec. Lorsque le touriste vient de voir, bien souvent, ils ont des grosses chances de passer à Saint-Jean aussi. Là. C'est sûr. Et la population n'est pas grosse, mais l'été, le tourisme chez nous, ça commence à ressembler à pas mal de monde. Là. Donc, c'est comme ça devrait fonctionner. Ça fonctionne comme ça dans d'autres régions aussi, là, dans lesquelles il y a toujours une ville plus grosse au centre et des petites villes aux alentours. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas représenté? Vous auriez pu faire un mandat de plus pour arriver à 20? C'est un peu comme... c'est un peu comme... Ça fait que presque 6 mois, 1 an, parce que, écoutez, j'ai un certain âge. Je voulais profiter un peu plus de la vie. Avant ça, j'étais courtier en valeur mobilière. Ouais. Et moi, ça fait 7 jours par semaine que je travaille depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, je vais modérer un peu. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Cependant, la relève chez nous, elle est extraordinaire. Et allez-vous être capable de ralentir un peu? Est-ce que ça va vous faire un pincement au cœur dans 6 mois, 1 an? Bien honnêtement, ça me fatigue un petit peu. J'ai un peu peur de ça, mais on va essayer de passer à travers. Vous allez vous tenir occupé comment? Bien évidemment, j'ai ma fondation. J'ai une fondation pour les enfants de mon coin, là. Et ça me tient beaucoup à cœur. Les enfants ont besoin... Vous savez, les enfants n'ont pas choisi leurs parents. Donc, si on peut les aider, ça peut m'aider beaucoup. Jacques Landry, merci beaucoup. Bonne retraite politique à vous et bravo pour ces 16 belles années à Venise en Québec. Merci beaucoup de me donner la chance de vous parler. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, on reçoit l'auteur, conférencier, écrivain, romancier, Viateur Lefrançois. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, la grande visite, quelqu'un qui a été repêché par les Braves. Absolument, on va faire le bilan de saison des Pirates Maçonnerie Pro Conseil avec le lanceur, voltigeur, frappeur, François Lafrenière. Le Otani des Pirates. En plein lui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Le Québec en 215 tableaux d'hier à aujourd'hui. C'est signé Viateur Lefrançois et Jocelyn Jalette. Viateur Lefrançois est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc là, on est dans un livre historique, mais en même temps avec des illustrations. Bref, à quel public ça s'adresse? En réalité, l'éditeur le dédie aux 9 ans et plus. Sauf que dans les expositions que j'ai faites actuellement, c'est tout le monde qui l'achète, de tous les âges. Les adultes, surtout, aiment beaucoup les courts textes, ces illustrations. Je pense qu'il est destiné à un grand public, mais c'est sûr que dans les écoles, ça devrait être très populaire aussi. Quelle est la prémisse de départ de cet ouvrage? L'idée, moi, j'ai des romans historiques déjà, et les jeunes m'en achètent beaucoup, surtout les ados m'achètent beaucoup mes livres historiques, mais il y en a qui trouvent ça ennuyant, l'histoire. Ils trouvent ça trop long, tout ça. Donc, l'idée m'est venue, en fait, de faire l'histoire du Québec. C'est toute l'histoire du Québec à partir du début, carrément, l'arrivée des Autochtones, les Vikings, ainsi de suite, Jacques Cartier. Et puis, finalement, en faisant des courts textes, avec l'illustration, ça attire. L'illustration attire l'œil des jeunes surtout. Ouais. Et l'idée aussi, c'est qu'ils se souviennent aussi de ce qu'ils vont lire avec les illustrations. Bon, qui est votre partenaire dans cet ouvrage, Jocelyn Jalette? Qui est-il? C'est un illustrateur caricaturiste. Il a écrit des albums, par exemple... il a fait des dessins sur toute une histoire sur le Briel, les Patriotes. Donc, des bandes dessinées, il est très populaire. Il a fait beaucoup de livres aussi. Donc, nous, on se connaît depuis quand même assez longtemps. Et ensemble, on a pensé de faire... En fait, on a commencé au début peut-être 150 textes, et même peut-être un peu moins. Et on a rajouté. Et finalement, on s'est rendu à 215. L'idée, c'est de faire, en fait, les grands événements, les grands personnages, mais aussi des petits événements. Qui a appelé qui pour commencer le projet? C'est moi. Oui, en fait, j'avais déjà commencé. J'avais peut-être une centaine de textes au début. Puis, je trouvais qu'on en manquait tellement de choses, d'événements que peu à peu. Et Jocelyn est très calé, si on peut dire, en politique, en histoire. Et ensemble, on a travaillé tout ça. Ça fait que finalement, c'est sûr qu'il a travaillé beaucoup, Jocelyn Jalette. 215 illustrations, même plus, c'est l'ouvrage. C'est quand même une différence importante entre écrire, bâtir une histoire, un roman, et là, tomber dans des faits historiques. Évidemment, oui, il faut faire l'exercice de les résumer et de les rendre intéressants et passionnants. Mais ça reste qu'on est dans un autre registre complètement. Ah, absolument. Et puis, ça a été... Quand on est arrivé justement aux corrections, on s'est aperçu que c'était pas si facile à faire, finalement, à tout corriger. Mais l'idée, c'est de faire des courts textes et que ça coule aussi, que les gens aiment aussi. C'est presque un travail journalistique, là. Oui. Parce que dans le fond, vous partez d'une recherche que vous avez dû faire, probablement. Là, vous avez une mémoire phénoménale de l'histoire du Québec, mais il faut partir de la recherche, de la vérification des faits, les réécrire, vous parlez de correction. C'est un exercice. En fait, on a commencé par faire une chronologie des événements du Québec. C'est vraiment... après ça, on a trouvé des grands personnages, on a associé aux dates et tout ça. Et finalement, on a fait... il y a des courts textes. Il y en a qui sont assez longs, mais c'est vraiment pas plus qu'une page. On ouvre la page, une page au hasard, on a au moins 2-3 histoires. Bon. Il est publié depuis combien de temps? Il est sorti fin juillet. Fin juillet. Donc, il a déjà commencé à circuler un peu? Oui, d'ailleurs, cet été, moi, j'ai fait des expositions, j'ai fait des conférences. Je fais des conférences historiques là, avec mes autres romans. Et j'en vends beaucoup. Et d'ailleurs, on a réimprimé en septembre, celui-là. Donc, c'est intéressant. Parce que là, c'est ça, malgré la COVID, est-ce qu'il y a des événements, des salons du livre? Bref, ça ressemble à quoi la saison 2021-2022? En fait, j'ai été invité là, pour le prochain salon du livre à Montréal. Donc, comment ça va fonctionner? Ça, c'est autre chose. Mais donc, je suis là 2 jours au salon du livre. Donc, puis... il pensait peut-être faire celui de Longueuil ou peut-être celui de Gatineau, mais je pense qu'il décide à la dernière minute. Il organise, mais après, il attend. Donc, Montréal... Mais vous auriez, là, dans la prochaine année, là, des événements
Oui, oui. de promotion ou de salon du livre à tenir. Oui, oui, c'est tout. C'est sûr que comme moi, je fais des petites expositions d'artisans. Donc, j'en ai 5 ou 6 de programmés, les marchés de Noël et après OK. les fêtes aussi. Est-ce que je me trompe ou ce livre a le potentiel d'avoir de l'intérêt pour les enseignants? Oui, mais pour à la limite même le ministère de l'Éducation? On l'espère beaucoup parce que c'est toute l'histoire réunie en court texte. Et c'est sûr qu'après, quand ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin. Hein, c'est Moi, je sûr, me hein. dis, si moi j'étais prof d'histoire, là, je trouverais ça drôlement intéressant, ce bouquin-là. Là. On a rencontré, autant Jocelyn que moi, on a rencontré dans les expositions, on a rencontré des professeurs. Et ils l'achètent à 95 Vous devriez aller le porter au bureau du député de Chambly, M. Roberge, qui est le ministre de l'Éducation. J'ai envoyé un petit courriel. Mais, non, mais Je vais honnêtement, aller je voir, pense que ouais. ce livre-là a le potentiel. Oui, moi, je suis crois- pas expert je en crois- pédagogie, mais il me semble que ça aurait sa place à Oui, l'école. puis à chaque réimpression, on va ajouter des choses. On va faire des corrections qui s'imposent. On va peut-être même des faits, là, c'est sûr. Non, c'est sûr que ça, j'ai pensé pas mal comment on pourrait... Jocelyn aussi. Jocelyn, lui, ce qui est intéressant, il est dans la culture à l'école. Donc, il est invité un peu partout comme dessinateur. Donc, lui, il va rencontrer beaucoup de professeurs, il va aller dans beaucoup d'écoles. Donc, moi, c'est plutôt mes conférences que je me base. Bon, on parle de 215 tableaux. Une drôle de question, mais il y aurait pu en avoir 150 comme 300. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté à 215? Bon, on ne voulait pas faire une trop grosse brique, si on peut dire. On voulait faire quand même un livre qui a 189 pages. Donc, C'est à moins de 200, là. oui, c'est ça. Donc, si on dépasse de 200 déjà, là, Ah oui, ça peut a un faire seuil peur. psychologique, ça? Oui, bien, ça peut faire peur des fois à certains... des personnages, à des jeunes, même peut-être des fonds enseignants, parce que c'est... Sauf que là, ben, en fait, on a pensé aussi, il y a un guide d'activité là, qui est en correction actuellement pour tous presque tous les événements, les personnages. Hein. Quand on parle, je sais pas, de l'ordre des Ormeaux, par exemple, ben, on a un article sur ça dans le guide, donc des recherches. Qu'est-ce que vous avez vous-même appris ou qui vous a vous-même surpris en faisant la rédaction de ce bouquin-là? Ben, c'est que notre histoire est peut-être courte, hein, 400 ans, mais elle est fabuleuse, notre histoire. Elle est remplie d'aventure. Hein. C'est une histoire vraiment unique aussi en Amérique du Nord, hein, la Nouvelle-France. C'est grandiose, la Nouvelle-France. En même temps, il y a des moments moins glorieux, comme la conquête ou l'époque du régime anglais, un sursaut avec les patriotes. Lac d'Union, hein, ça, c'est le pire, je pense. Le pire, si on peut dire, moment de notre histoire. Hein, l'idée, c'était de nous assimiler, puis c'est ça. Et je profite de l'occasion parce qu'on est dans un bout de l'histoire en ce moment où on parle beaucoup des peuples fondateurs, des Autochtones. Pas qu'on veut réécrire l'histoire, mais on essaie de mieux la comprendre. Bref, qui n'a pas toujours été jolie. Qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde le volet qui touche les Premières Nations? En fait, c'est peut-être ça qui m'a surpris le plus. Ben, en fait, je le savais le plus ou moins, mais c'est... on a agi, nous, c'est totalement différent de ce que les Anglais ont fait ou les Britanniques. Nous, on est tout le temps allés, autant en Nouvelle-France que maintenant, hein, finalement, on y va par traité. Toujours de l'alliance. On force jamais... quelqu'un a signé un contrat ou a cédé un territoire. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de territoire cédé. C'est à partir de Champlain, les Inuits, les Algonquins, les Hurons, ils nous ont acceptés simplement parce que on n'a pas signé d'entente parce qu'ils ne savaient pas écrire, mais sauf que la Grande Paix de Montréal, par exemple, en 1701, ça, c'est toutes les tribus pratiquement d'Amérique du Nord qui pouvaient venir, que tu es loin. Ils ont signé un traité de paix avec le seul ennemi qu'il y avait, les Iroquois. Et après ça, il n'y a plus eu de guerre avec les Iroquois jusqu'en 1759 à la conquête. Donc, C'est parce que je regardais récemment là, dans un match de hockey au Centre Bell à Montréal où le Canadien de Montréal faisait un truc disant, écoutez, on est en territoire cédé, c'est ça? Oui. Mais c'est ça, là, on se dit, OK, là, moi, je suis assis où en ce moment? Est-ce que je suis assis sur un bout de terre qu'on a volé à quelqu'un, qu'on a pris à quelqu'un, qui nous a été cédé? En fait,
nous, il n'y a pas de territoire cédé. Ouais. C'est parce que c'est une entente qu'on a eue au début avec les Premières Nations. Ils nous ont donné la permission de nous établir. Ouais. Donc, il n'y a plus de revenus ici. C'est tout, là. Sauf que je trouve ça intéressant. Ben, comme par exemple, tantôt, on dit comment vous avez fait. On est allé aussi, le dernier événement qu'on a écrit, c'est les Canadiens de Montréal. Tu sais, on avait oublié la naissance. La naissance des Canadiens de Montréal, c'était quand même intéressant. Sauf que à l'époque, autour de 1909, il n'y avait aucune équipe francophone. Et c'était des anglophones qui étaient embauchés. Donc, ils ont fondé le Canadien de Montréal pour embaucher des joueurs de hockey francophones. Alors, le Québec en 215 tableaux d'hier à aujourd'hui, avec l'auteur Joannin Viateur-Lefrançois et l'illustrateur Jocelyn Jalette. Donc, vous allez trouver ceci, une belle idée de cadeau. Oui. S'il y a des gens dans votre entourage qui aiment l'histoire, si vous avez des profs dans votre entourage ou des jeunes qui déjà ont de la curiosité pour l'histoire, bien voilà un bel ouvrage. Et puis, il est en librairie, d'ailleurs. Viateur-Lefrançois, merci beaucoup. Bien, ça fait grand plaisir. Reste avec nous, on vous revient avec le mot de la fin. Du 1er novembre jusqu'au 30 avril, interdiction de stationner la nuit dans les rues lorsqu'il y a opération déneigement. Il est de votre ressort de vous renseigner avant de stationner pour s'assurer que vous n'ayez pas, bien sûr, de contravention. À demain. Bye-bye.